PCS a demandé à ce que l'on transforme les heures complémentaires en poste permanent. Parce qu'aujourd'hui, le taux d'encadrement, et vous avez un enseignant pour parfois 60 étudiants. Ce n'est pas soutenable. On ne peut pas avoir une qualité d'enseignement. On paye beaucoup de millions à des intervenants externes, à des vacataires. Et c'est possible de transformer ces heures complémentaires en poste permanent. L'autre sacrifice que les enseignants sont en train de faire, on a droit à 90 jours de vacances. On ne les prend jamais. On ne les prend jamais. On les prend jamais. Parce que chaque année, on nous dit qu'il faut sauver l'année. Mais parce que vous faites 120 jours de grève. Ah ça, je ne peux pas à la provocation. La démarche participative consisterait, telle que nous l'avons compris, du moins en commission, quand nous avons préparé ce pré-rapport, c'est d'être à l'écoute des communautés et notamment de tenir compte de la demande sociale, mais également des disciplines transversales. La transversalité de la recherche est devenue quelque chose d'incontournable. Tous les bailleurs vous le diront, si vous voulez faire de la recherche, même une recherche fondamentale, on doit regarder l'impact au niveau de la société, l'impact socio-économique et de plus en plus l'impact au niveau de l'environnement et de ceux qui vont profiter de la recherche. Il faut être à l'écoute des cibles. Et donc, cette démarche participative et la pluridisciplinarité implique toutes les disciplines fondamentales, qu'elles soient littéraires, de la faculté des sciences juridiques, de la faculté des sciences ou même médicales. Donc, je pense qu'on devrait prendre, comme l'a dit, l'a rappelé monsieur le modérateur, on devrait peut-être essayer de serrer, d'aller beaucoup plus vers les recommandations. Sinon, en plénière, on n'aura pas quelque chose à dire ou quelque chose d'original au sein du rapport. Alors, je vous en prie, essayons d'étoffer les recommandations pour la séance de cet après-midi. Voilà. Le problème du manque de moyens s'est toujours posé à la faculté depuis au moins 30 ans. Je suis rentré à la fac en tant que chargé d'enseignement en 1976. Les premières années, quand les profs étaient là, on avait un budget de recherche. Dans les départements, on venait vous dire, bon, pour votre laboratoire, vous avez 300 000, vous avez 400 000. On achetait du produit. Quand on avait besoin de livres, il nous suffisait à l'époque d'écrire à Lavoisier, Paris, en donnant la liste de bouquins, il nous les livrait à Dakar et le comptable payait. C'est comme ça que ça se passait. Par la suite, ça s'est effrité et on s'est réveillé un beau jour, pendant l'ajustement structurel, on nous a dit qu'il n'y a plus de budget de recherche. Et c'est comme ça que c'est passé. Ce qui fait que moi, au travers de mon livre, qu'est-ce que je fais? J'ai un de mes amis anglais qui reçoit tous les ans la nouvelle édition du livre. Quand il reçoit l'édition de 2012, il m'envoie celui de 2011 qu'il a feuilleté. Et c'est comme ça que j'ai un ordre. Parce que je n'ai plus de budget pour les livres. Il y avait un budget pour les livres, un budget pour les produits chimiques, mais ça a disparu il y a 25-30 ans. Un ajustement structurel. C'est la Banque mondiale qui l'avait imposé. C'est la Banque mondiale qui a dit l'enseignement supérieur, c'est rien du tout. Ils l'ont fait pendant 10 ans, après ils ont dit, ah non, on s'est trompé. Mais qu'est-ce qui a payé les pots cassés? C'est non. Eux, ils continuent à subventionner leur université, leur agriculture, les choses continuent à marcher. Mais nous, on nous impose. On nous a dit qu'il faut démonter le chemin de fer, il faut démonter ceci, voilà. Après, un jour, ils vont nous dire, vous n'avez plus le droit d'être polygame. UCAP 3 laisse la question essentielle de cette faculté sans réponse. Comme l'UCAP l'est d'ailleurs pour l'enseignement supérieur au niveau national, la faculté des lettres exemplifie le malaise pratiquement de l'UCAP. Le département d'anglais a déjà plus d'étudiants que toutes les universités du Sénégal réunies. Ça pose problème avec 26 enseignants. Le regroupement en 4 et 5, à la page 17 toujours, on regroupe l'NCTP, la FASTEF, le CESTI, l'EVAC. Ce regroupement illustre ce silence et l'incapacité à proposer des solutions à la fac de lettres. Qu'est-ce que la formation des enseignants à la FASTEF a à voir à faire avec la formation dans des humanités ou des bibliothécaires archivistes? Ça pose des problèmes. Je voudrais terminer sur une proposition de recommandation pour notre atelier et pour l'ensemble de cette concertation. Nous avons besoin de la mise en place d'un comité de suivi. Il y a eu un comité de pilotage qui nous a tout proposé. Le prêt-à-porter, le prêt-à-penser.
Maintenant, nous avons besoin d'un comité de suivi et d'évaluation. Ici de nous-mêmes, est capable d'assurer le suivi des recommandations. Je m'appelle Mohamed Mbouch, je suis le directeur de publication de la revue islamique périodique et j'ai eu l'honneur et le grand privilège de participer dans cette rencontre hautement recherchée par l'enseignement supérieur et l'ensemble des Sénégalais. Le fond global de cette rencontre, il y a des personnes beaucoup plus placées pour donner leur point de vue, mais nous, en tant que partenaires sociaux, nous avons retenu que c'est l'un des grands moments pour l'avenir de l'enseignement supérieur au Sénégal et de l'enseignement en général. Aujourd'hui, l'ensemble des intellectuels de ce pays, nous sommes en conclave pendant 5 jours pour trouver une solution dans les problèmes de l'enseignement supérieur. C'est le moment tant visé et nous souhaitons vivement, en tant que revue islamique, en tant que prédicateur, en tant que dawa, de la réussite de cette rencontre. Bonjour, mon nom est Omar Gueye, je suis le président du collectif des étudiants de la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université Cheikh Anta Diop. Mes premières impressions sont une impression de fierté face à cette organisation qui va dans le sillage d'amener quelque chose de nouveau dans l'enseignement supérieur ou bien de le réformer ou d'accompagner les mutations profondes qui sévissent dans l'enseignement supérieur. Donc je dirais que c'est un sentiment de fierté d'être là, de représenter toute une faculté, à savoir la faculté des sciences juridiques et politiques, et aussi de participer à cette œuvre pour le devenir de l'enseignement supérieur. Les problèmes dont nous sommes venus ici discuter avec les autorités ou bien les membres du personnel administratif, aussi bien que le SAES et toutes les entités composantes de l'université Cheikh Anta Diop, c'est d'abord à notre niveau des problèmes infrastructurels. Donc pour nous, à notre avis, l'université souffre de problèmes infrastructurels qu'il convient de régler. Et aussi, quand on prend l'enseignement supérieur en général au Sénégal, on voit que l'enseignement supérieur est dans un état très commenté, si on peut s'exprimer de la sorte, dans la mesure où il y a beaucoup de mots, comme vous l'avez tantôt dit, qui sévissent au sein de l'université, au niveau des enseignements, au niveau de la formation qui est distribuée au sein de l'université Cheikh Anta Diop, au niveau aussi, il y a des problèmes sociaux, comme il y a des problèmes pédagogiques au sein de l'université Cheikh Anta Diop. Et je crois que ce sont des problèmes qui sont partagés dans l'enseignement supérieur en général au Sénégal, et donc d'où l'utilité de tenir cette concertation afin d'en discuter avec tous les acteurs, toutes les composantes de cette société universitaire, si je parlais ainsi. J'ai insisté en plénière pour dire que cette concertation sur l'avenir de l'enseignement supérieur est en réalité une concertation sur l'état de l'enseignement supérieur. Parce qu'on ne peut pas parler d'avenir de l'enseignement supérieur si on ne tient pas compte de 2 paramètres. Et d'abord le paramètre démographique, parce que par rapport au taux démographique au Sénégal, mais surtout à l'universalisation de l'enseignement élémentaire, au taux de transition entre le 6e, la classe de CM2 et la classe de 6e. Et ça veut dire que si on fait le point, on verra que si on tient compte surtout de 2%, plus qu'on propose par rapport au rapport étudiant population démographique, nous devons être d'ici l'année 2050 à près d'1 million d'étudiants. Et on devait aujourd'hui à plus de 260 000 étudiants. Mais comment peut-on faire une projection sur l'avenir de l'enseignement supérieur sans tenir compte de ce paramètre? La deuxième chose également, je dis qu'on ne peut pas dire que ce sera une université sur les sciences. Or, les sciences, on va les bâtir à partir des élèves au niveau fondamental, mais également des élèves à partir des lycées. Déjà à partir de la classe de seconde avant, on orientait dans les séries scientifiques que des élèves qui avaient la moyenne de 12. Tous les autres, on les renvoyait aux lettres. Moi-même, en tant que ministre de l'Éducation nationale, j'avais changé la donne dans un premier temps en disant que tous les élèves qui ont la moyenne 10 peuvent être orientés dans le série C. Et ça a amélioré les choses. Ensuite, j'ai modifié les choses en disant que tous les élèves qui ont une moyenne en maths et en sciences, même s'ils n'ont pas cette moyenne, même s'ils sont repêchés, ils peuvent être orientés en série S. Donc, les élèves, les étudiants scientifiques sont produits par les lycées et collèges qui orientent beaucoup d'étudiants dans les sciences. Mais comment on peut faire, on peut dire que l'université de Dakar, dans l'avenir, sera la science, sans pour autant impliquer l'éducation nationale dans ses assises.